Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans l'émission Prends le micro. Ce matin, du coup, je suis en enregistrement pour YouTube avec Yannick Boccolo, voilà. Donc ex-joueur professionnel quand même et sélection. Enfin, il y a eu des sélections en équipe de France. Oui. Je m'excuse du peu quand même, voilà. Et donc on va évoquer un petit peu sa reconversion professionnelle après sa carrière de joueur professionnel, après sa carrière de joueur professionnel. Voilà. Donc salut Yannick, je te laisse te présenter. Et puis après, on attaque la thématique. Ok. Merci de me recevoir. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Yannick Boccolo. Yannick Boccolo Njali en entier. Je suis un ancien joueur de basket. J'ai joué pendant 16 ans au haut niveau. J'ai joué au Mans pendant 5 ans. J'ai joué à Gravelines j'ai fini à Pau. J'ai fait des sélections avec l'équipe de France, à peu près 91, je crois. J'ai fait plusieurs compétitions internationales, championnat du monde, championnat d'Europe et Jeux olympiques. Là, aujourd'hui, j'ai 39 ans et j'ai arrêté ma carrière en 2019. Je me suis reconverti en tant que développeur web, premièrement, et après, je suis devenu un peu spécialiste en création de sites internet sur WordPress. J'ai ouvert depuis un an une agence de communication avec deux amis, Marion et Lucas, dont le 1000 Solutions, Marion, Yannick, Lucas. On est en train d'essayer de faire grandir tout ça et on prend du plaisir en même temps. Et voilà. Bah, c'est top. En tout cas, je te remercie de prendre du temps pour nous. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire? Comment est-ce que tu es arrivé, comment t'es arrivé au basket? Et puis, quel a été le déclic peut-être, ou en tout cas l'événement qui a fait que tu as fait cette carrière professionnelle? Alors moi, je suis arrivé au basket un peu par hasard. Alors, j'ai commencé par j'habitais à Sarreguemines, dans le nord-est de la France. Je faisais de la lutte gréco-romaine au départ, et après un peu de foot. J'ai fait du foot et c'était un jour, enfin un jour classique, on jouait sur un playground. L'équipe qui perdait allait sur le côté. Pour l'instant, on jouait au basket, entre guillemets. C'était pas du tout dans ma tête de jouer au basket. Et puis, il y a un entraîneur qui est passé, c'était Jeannot Gardy, qui a vu que j'étais grand pour ma taille. Il m'a proposé de faire un ou deux entraînements, d'essayer pour voir. J'ai essayé, puis ça m'a un peu plu. Pas plus que ça au départ. Mais on m'a demandé de choisir à un moment donné entre le foot et le basket. On était en hiver, donc la réponse était rapide. Je préférais être au chaud, donc j'ai choisi le basket comme ça au départ, mais vraiment quoi. Ok. Pour le haut niveau, le déclic, déjà je voyais que mon but c'était de progresser au basket. Donc j'imitais tous ceux que je voyais autour de moi. Je voyais que je progressais vite. Donc dès ma première saison, j'étais en sélection. Au fur et à mesure, je prenais goût à progresser en fait. Donc ça s'arrêtait pas. Et puis je progressais, puis je prenais goût. C'est comme ça que c'est venu au fur et à mesure. Mais pour le côté professionnel, c'est très tard. Même quand je signe mon premier contrat pro, dans ma tête, je suis pas encore pro. On va dire que c'est, allez, au bout de 2 ans en pro que je considère que, bon, là, on va faire une carrière quand même. Mais avant ça, c'est que du plaisir, hein. Et du coup, alors, tu as pris le circuit, on va dire classique, sélection pour l'espoir, centre de formation, et puis après espoir et pro? Ou est-ce que tu es passé par un autre biais? Peut-être que tu as joué dans ton club, et puis après, petit à petit, tu as pu avancer, comme tu disais, prendre goût, et puis arriver sur le monde professionnel. J'ai commencé dans mon club. Après, j'ai fait les sélections départementales, régionales, euh, sélection de zone. Je suis rentré aussi au pôle espoir enfin Strasbourg, Hildesheim, pour ceux qui connaissent. Et après, je suis rentré à l'INSEP. Et à la sortie de l'INSEP, j'ai pas fait espoir. J'ai été directement pro, en fait. Et puis, j'ai jamais joué en espoir, justement. J'ai joué qu'en équipe de France espoir, mais jamais en espoir. Ok, ok. Est-ce que tu as eu un modèle, quelqu'un qui t'a inspiré euh, et qui t'a accompagné, ou en tout cas pour avoir une carrière à haut niveau, quand même, en plus une carrière longue, parce que c'est quand même plus de 15 ans au niveau professionnel. Donc, est-ce que tu as eu des modèles ou un modèle ou quelqu'un qui t'a inspiré? Alors, comme je l'ai dit au départ, je vais m'inspirer des autres, en fait. Je n'avais pas spécialement une seule personne.
je prenais un peu tout ce que je voyais, tout ce que j'aimais, j'essayais de le suivre. Je me rappelle qu'au début, je connaissais pas du tout les joueurs de basket même, que ce soit NBA ou peu importe. Et au fur et à mesure, je découvrais. Après, c'est en pro, j'ai aimé plus des personnalités que leur jeu. Même si j'apprécie quand même leur jeu, comme Ray Allen. Je regarde aussi Kobe Bryant, Michael Jordan. Enfin, je m'inspirais un petit peu de tout, c'est-à-dire que je les regardais même en interview, ou dans le jeu. Mais j'ai pas eu spécialement un joueur que j'ai suivi de A à Z et que je me suis dit, ah, lui, c'est vraiment mon exemple. Non, je prenais un peu de tout ce que je voyais, que j'aimais bien, j'essayais de m'inspirer. Ok, cool. Cool, du coup, cool. Comment se passe ta reconversion? Et tu évoquais un petit peu en préambule dans quel domaine tu travailles, mais est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce que vous proposez et qu'est-ce que si quelqu'un dans la vie qui regarde la vidéo a envie de ait envie peut-être de vous faire appel à toi et à ton équipe. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, j'avais fait une formation de développeur web. Et ce qui m'a inspiré, c'était, j'ai toujours voulu travailler avec un ordinateur, c'est ce que j'ai fait. Et surtout, je voulais être plus ou moins indépendant, et là, c'est le cas en tout cas. Et avec mon équipe, ce qu'on fait, c'est que principalement, on fait de la création de sites internet, mais c'est aussi tourné vers l'identité visuelle d'une entreprise, que ce soit les logos, des flyers, enfin même de la personnalisation d'objets publicitaires comme des t-shirts, même des flocages de voitures, peu importe. On est un peu dans tout ce qui est de la communication. On a même fait des interviews aussi. On fait aussi la vidéo, photo, enfin, montage. Et parce que comme on est trois, c'est vraiment complémentaire. Moi, je suis plus tourné spécialiste de la création de sites internet. Après, il y a notre site qui est en ligne, qui s'appelle misolution avec un s.com. Là, on peut voir un peu les réalisations qu'on fait, puis on a encore des réalisations en cours. Donc voilà, c'est vraiment tourné autour de l'entreprise et de son identité visuelle. Ok. Eh ben, j'invite tous ceux qui vont regarder la vidéo à aller voir le site internet et puis voir un petit peu ce que Yannick et son équipe peut proposer et est en capacité de faire. Comment s'organise ton quotidien du coup? Toi qui as dû être rythmé par le rythme basket pendant plusieurs années, comment aujourd'hui ton quotidien s'organise? Aujourd'hui, moi, j'ai deux enfants, mais je suis séparé depuis au moins trois ans maintenant. Et moi, je vis avec mon fils qui est autiste, donc c'est lui qui rythme, qui rythme mes journées. En général, journée classique comme aujourd'hui, je le dépose à 9h, je vais travailler, je le récupère à 16h30, après ça dépend des journées, mais comme je continue encore à jouer un peu au basket avec Lance Basket, je m'entraîne le mardi, le jeudi soir, et après quand je peux faire les matchs, je fais les matchs le week-end. Et puis je travaille aussi beaucoup le soir aussi, pour attraper un peu, parce que la journée, c'est vrai que je récupère mon fils à 16h30, mais je continue à travailler derrière, m'occuper de lui, puis voilà, c'est des journées classiques, mais c'est vrai que ça change du basket. On avait deux entraînements, c'est là que je réalise qu'on avait beaucoup de temps libre. Mais après, c'est vrai que le corps était beaucoup plus utilisé. Donc là, j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'énergie et peu de temps, en fait, finalement, pour faire ce que je veux. Je m'y retrouve quand même, quoi. Bon, ça, c'est le principal si tu arrives à t'y retrouver quand même. Justement, tu continues à jouer un petit peu au basket. Euh, c'est vraiment le sport passion ou c'est pour garder, tu vois, un peu la forme et te permettre de t'évader un petit peu. Et surtout, alors, il y a forcément des différences avec le niveau professionnel, mais est-ce que tu sens une différence terrible? Alors, il y a tout là-dedans. T'as donné plein de réponses dans ta question. Je le fais déjà aussi pour moi, pour ma forme physique, parce que c'est vrai que j'ai connu que ça, et moi, me lever juste pour courir, c'est un peu compliqué. Et le basket, ça me permet d'avoir un peu des objectifs. Et puis, c'est ce que je sais faire aussi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Euh, et- mais il y a aussi le côté rendre aussi ce que j'ai pu avoir pendant le basket. Là, il y a des jeunes, il y a des joueurs qui ont envie d'aller peut-être un peu plus haut, donc je peux aussi, moi, apprendre des choses. Et c'est vrai que c'est, comme tu as appuyé sur le point, sur le fait que c'est pas le même niveau, moi, je réalisais pas que j'avais des capacités que j'ai appris naturellement.
finalement, faire le système à gauche et à droite, pour moi, c'était classique, puisque en pro, on me demandait ça normalement. Et là, je vois que les jeunes, c'est plus compliqué. Il y a casser le système, c'est pour eux, parfois, quand la première passe elle est coupée, c'est la fin du monde. Donc, c'est là que je vois, c'est là que je vois la différence de niveau. Mais par contre, physiquement, ça court. Moi, je vieillis en plus aussi, donc la différence, je la vois, mais on va dire qu'en pro, on courait pas pour rien, en fait, entre guillemets. Là, ça court plus qu'en pro, et moi, ça me fatigue plus, justement, de faire des allers-retours. En pro, à un moment donné, bah, on se pose, on essaye de faire des choses plus tactiques, et c'est là que je dirais qu'il y a la différence. On court vraiment dans des moments clés. Et, mais sinon, ouais, je prends du plaisir, et le fait de pouvoir côtoyer des plus jeunes, presque l'âge de ma fille, ça me permet, moi, de voir que j'ai quelque chose à transmettre aussi, quoi. Ouais, c'est top. Quand on est joueur pro, à quel moment on pense à reconversion? Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous en parle? Est-ce que par exemple, quand tu étais à l'INSEP, quelqu'un est venu te parler un petit peu de l'après-carrière? Ou est-ce que c'est un cheminement que tu as réalisé seul? Et à quel moment t'as eu ce déclic, entre guillemets, après-carrière, qu'est-ce que je vais faire? Alors, à mon avis, il y en a beaucoup qui ont dû m'en parler, mais même avant que je commence. Mais quand on est jeune, on n'entend pas on n'entend pas les mots qu'on nous dit. Et moi, j'ai commencé à faire attention quand j'ai commencé à côtoyer des plus grands, entre guillemets, des Sacha Gifa, des Alain Dickbeux qui me parlaient ils étaient dedans, donc forcément, je l'entendais, mais comme j'étais pas dedans, quand on est sportif de haut niveau, on a un peu qu'un plan A, faut se concentrer sur ce qu'on fait là. Si on commence à passer à l'après-carrière, c'est qu'on a déjà un pied dehors dans notre tête. Mais finalement, ils avaient pas tort. C'est arrivé plus vite que je pensais. Mais je veux dire, la première fois que je suis réellement penché, c'est quand j'ai commencé à avoir des enfants. Et pour moi, il y avait une phrase de Sacha Chifa qui me disait quand tu shootes plus pour le plaisir, mais que tu shootes presque pour l'argent, c'est qu'il faut penser à la conversion, à la reconversion. Quand tu commences à penser stats pour signer des contrats, c'est que là, faut penser à la reconversion. Et c'est arrivé à un moment donné, mes 2 dernières années à Gravelines, je venais d'avoir mes enfants un peu plus tôt, et c'est vrai que je commençais à penser, et quand on a des blessures, qu'on est à l'arrêt, et qu'on voit que le basket peut s'arrêter, c'est là qu'on commence à penser à la reconversion. Ok. Et donc, du coup, ce processus-là, il t'a été, il est devenu naturel, on va dire, au fil du temps. Autour de moi, il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient, en tout cas ceux de ma génération. Je me rappelle même que je prenais des cours à distance, et qu'on se foutait de moi. C'était Antoine Jo et Philippe Amagou qui se foutaient de moi parce que je faisais justement des cours d'informatique, et ils me disaient, on te donne un chewing-gum, on te donne une petite règle, vas-y, fabrique-nous un ordinateur. Et ils se foutaient de moi parce que c'était compliqué, parce que eux, ils jouaient, alors, ils jouaient à la console ou autre chose. Et réviser en déplacement, c'est compliqué quand il n'y a pas plein de personnes qui le font autour de soi. C'est pas comme à l'école où tout le monde travaille. Donc mais malgré tout, j'ai réussi à me mettre dedans. Et puis finalement, au fur et à mesure, comme j'étais pas non plus le plus grand des passionnés de basket, moi, je regardais pas beaucoup de basket à l'extérieur de ce qu'on faisait nous, ou des vidéos qu'on regardait. J'étais pas là à regarder des matchs NBA. Puis même jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais regardé un match NBA en entier. Donc pour moi, je pensais un peu à tout, et je me disais, pourquoi pas performer autre part, et je me disais que je suis pas limité à être un joueur de basket. C'est clair, en tout cas. Alors, effectivement, dans ton parcours, tu as 91 sélections en équipe de France. À ton sens, quelle qualité a fait la différence dans ton parcours et qui t'a amené justement à pouvoir partager toutes ces sélections? Au départ, je pense que c'était des qualités de joueur, non, je veux dire classique. J'étais jeune, j'avais de l'énergie, je défendais, j'attaquais, enfin, je faisais un peu de tout. J'étais sélectionné en équipe de France jeune. Après, j'avais l'opportunité de faire les A'. Et finalement, quand je suis arrivé en A, en fait, pour moi, c'était une opportunité, mais c'était vraiment un petit passage. Pour moi, dans ma tête, ça allait être un petit passage. Et finalement, je voyais qu'il y avait quand même de la place, que c'était des joueurs comme nous, en fait, au final. Bon, plus talentueux, mais, mais il y avait quand même moyen de faire quelque chose. Et j'ai eu la chance, justement, de pouvoir faire une compétition avec eux. Et au fur et à mesure, je commençais à étudier et voir où il y avait de la place. Alors, clairement, ma première sélection, je suis arrivé, je me rappelle.
pour le numéro, moi j'avais le numéro 9 à la base. Et il disait que dès qu'il y avait deux joueurs qui voulaient le même numéro, ça allait faire la compète au shoot pour départager. Et moi je me suis dit, bah ouais, je vais défier Tony. J'avais pas compris qu'il y avait du marketing derrière, que c'était pas possible de le prendre. Et finalement, c'est ce qui m'a poussé en fait à chercher où je pouvais trouver ma place. C'est venu du numéro en fait. Et j'ai vu que bah, il y avait pas beaucoup de monde qui défendait comme moi je le faisais. Et bah, je me suis dit, bah, je vais commencer à être un expert de. Je voyais qu'il y avait Flo Petrus à l'intérieur, mais qu'à l'extérieur, il y avait pas grand monde qui prenait un meneur et qui, bah, Tony, il pouvait pas le faire parce que c'était un peu le patron de l'attaque. Et je me suis dit, ouais, il y a de la place là-bas. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, bah, je me suis fait la place. Et mon rôle à moi en équipe de France, pour moi, c'était là où ça a fait la différence, c'était que je pouvais ne pas jouer pendant trois matchs et ne pas jouer pendant le premier quart-temps, par exemple, et il y a un joueur arrêté en face et fallait être prêt. Et c'est là que je répondais présent, en fait. Je me rappelle, le match qui m'a marqué, c'était Popovic, c'était un championnat d'Europe en Croatie, enfin, c'était contre la Croatie et je joue pas du premier quart-temps et lui, il arrêtait pas de scorer. Et je me disais, bah là, c'est mon job, en fait, hein. Et je suis rentré, je l'ai pas éteint, mais j'ai beaucoup aidé à ce qu'il baisse son pourcentage, qu'il rate beaucoup de shoots. Et c'est là que bah, j'ai commencé à gagner ma place, quoi. Je suis devenu un expert de ça, de rentrer à tout moment et de défendre sur des gars qui sont chauds. C'est les qualités défensives du coup qui t'ont permis d'atteindre Exactement. ce Ouais. niveau-là. À quel moment justement, parce que tu parlais de tes premières compétitions ou tes premières sélections, à quel moment les Jeux Olympiques sont devenus atteignables à ton sens? Bah, ils l'ont toujours été du moment où j'avais déjà fait d'autres compétitions. Euh, là, j'étais en sélection, bah, j'ai tout misé sur les forces que je pouvais avoir. Que ce soit surtout la défense et pouvoir suppléer justement Tony à la main. Et bah, de toute façon, du moment où j'étais appelé pour faire les présélections, pour moi c'était possible. En fait, il y avait pas, tant qu'on me disait pas non, bah, c'était possible. Mais par contre, c'est vrai que quand on m'a dit que j'étais sélectionné pour les JO, voilà, là, j'avoue que j'y croyais pas trop. Et en plus, tu rencontres Kobe, tu rencontres LeBron. Exact. Ouais. Alors qu'est-ce que ça fait de jouer ces mecs-là? Bah, je les avais déjà, enfin, alors LeBron, je sais pas si je l'avais joué avant, mais je les avais déjà joués au Madison. Je sais plus c'était quoi comme compète, mais c'était des matchs amicaux. Ah bah, finalement, avant d'y jouer, on se dit c'est pas possible. Et quand on est sur le terrain, au final, bah, c'est des joueurs, j'allais dire, hors normes, mais au final, c'est un match de basket. C'est quand on est sur le banc qu'on réalise. C'est là que moi, quand j'étais sur le banc, je me disais, mais je suis devant la télé ou j'ai l'impression de pas être dans la vie réelle, quoi, en fait. Mais c'est vrai que ouais, c'est bluffant, surtout quand on arrive. Pour moi, c'est même pas le terrain, c'est avant le match, quand on arrive dans le sas où il y a les deux équipes qui sont au même endroit, puisqu'il y a des matchs avant nous. Et bah, nous, dans notre équipe, il y avait plein de joueurs NBA, donc ils se connaissent pratiquement tous. Et moi, je suis là, bah, faut bien que je parle à quelqu'un, hein. Donc, je me retrouve à parler avec Westbrook, je crois que c'était Chris Paul aussi. Et puis, au final, je me dis, mais c'est pas réel, en fait. Mais Ouais, finalement, si, quoi. c'est clair, en tout cas, ça doit être quelque chose. Et justement, quel souvenir tu gardes de ces jeux euh, pendant et en dehors aussi? Parce que mine de rien, c'est la compétition suprême, entre guillemets, les Jeux Olympiques. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Le fait de rencontrer ces bonhommes-là, mais de rencontrer toutes les autres nations, parce que mine de rien, il y a quand même des sacrés joueurs de basket. Voilà, donc quel souvenir tu peux garder en dehors des jeux, enfin en dehors de la compète et dans la compète? Bah, déjà que dans le monde du sport, il n'y a pas que le basket. Et que j'ai rencontré plein de personnalités, mais même, même pas sportives aussi. Bah, je suis le président de la République en direct, sans garde du corps. Je me Fort, disais, OK. fort, fort. Et bah, il y avait la reine, il y avait, enfin, le souvenir que j'ai, c'est le réfectoire, en fait. Il y a toutes les nourritures il y a tous les continents, ouverts 24 sur 24, parce que selon les sports, par exemple, il y a les boxeurs qui peuvent pas manger pendant un moment, mais qui doivent manger à 4 heures du matin ou des trucs comme ça, et qui ont leur régime. Donc c'est ouvert non-stop, bah, forcément gratuit. Bah, moi, sorti des Jeux Olympiques, j'ai pris 4 kilos. Donc, non, c'est vraiment le plaisir et de voir que,
ouais, on était des enfants, c'était Disneyland pour des adultes, quoi, en fait. Pour moi, je voyais Djokovic, je voyais Nadal qui traîne par là, on tourne la tête, je crois que j'ai vu des footballeurs, Thierry Henry, enfin, je sais pas ce que je faisais là, mais j'étais là. Et le plaisir qu'il y avait, c'était vraiment de voir des stars à tout va et de voir que c'est des personnes normales, en fait, tout simplement. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Ronny Turiaf, tu vois, quand j'ai pu le croiser en dehors. Et effectivement, ce sont des personnes normales, ouais. Les Ouais. gens ont tendance à sacraliser un petit peu le joueur professionnel. Alors effectivement, il faut quand même faire une carrière professionnelle. Mais justement, les joueurs pros, ils sont plutôt dans la recherche de personnes qui les prennent pour Ouais. des gens normaux, en fait. Exactement, ouais, exactement. Mais en plus, surtout, bah, tu prends bien l'exemple de Ronnie. Moi, Ronnie, je l'ai connu, bah, j'étais à l'INSEP avec lui, donc je l'ai connu avant qu'il devienne une superstar. Et bah, bon, il n'a pas changé. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est une star, ça c'est sûr, mais pour moi, c'est Ronnie Chirac qui était avec moi à l'INSEP, qui m'apprenait plein de choses, et ça n'a pas changé, en fait. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on se parle comme avant, en fait. Donc, c'est vrai que j'essaie de mettre en lumière ce qu'il a fait et ça le grossit pas plus, ça le dégonfle pas plus non plus, mais pour moi, il reste le Ronnie que j'ai connu à l'INSEP et ben, c'est très bien qu'il n'ait pas changé, qu'il n'ait pas pris la grosse tête. Bah ouais, c'est clair que effectivement si les mecs ils bougent pas c'est quand même Mm. quelque chose de grand. Est-ce que tu as un coéquipier qui t'a vraiment marqué durant toute ta carrière ou peut-être plusieurs ou de toute façon après je pense que tous tes coéquipiers t'ont marqué mais est-ce qu'il y en a un ou plusieurs vraiment qui bah ouais qui t'ont Bah, vraiment tu vois marqué plus que les autres peut-être. bah, pour moi, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Alors, les premiers, c'était Philippe Amagou, parce que j'étais en sélection avec lui justement en jeune, et puis je suis devenu pro avec lui, et avec Alain Kofi et Amarassi. Bah, c'est comme ça que j'ai connu le monde pro, tout simplement. C'est là que j'ai commencé à parler anglais, c'est là que je faisais tous mes délires. Et après, bah, au fur et à mesure, ben, j'aurais jamais pensé ça, parce que il y avait un moment une séparation entre nous et les étrangers. Et finalement, bah, j'ai commencé à m'intégrer, à prendre un peu plus de galon et de confiance. Et ben, j'ai rencontré aussi des joueurs comme Ben Woodside à Gravelines ou Juby Johnson. Euh, enfin, pour moi, Cyril Akpomeda aussi à Gravelines, J.K. Edwards. Mais c'est vraiment, j'ai pris un peu de tout le monde en fait, et même mes manières de faire, manières de parler, où je vois que c'est un peu une greffe de chacun quoi en fait. Il y a des fois je parle et je réalise que ben, ça je l'ai piqué de lui ça en fait, ou je fais un truc, je fais, mais ça je l'ai piqué de lui. Mais j'ai souvent attendu de quitter le moment où on était ensemble pour commencer à le faire, mais c'est vrai que on réalise que ben, on se construit avec les autres qui sont autour de nous. Ouais. C'est clair en tout cas. Comment tu gérais le stress ou l'adrénaline dans les grands jours de match. Et aujourd'hui, est-ce que tu ressens une pression, alors peut-être pas similaire, mais en tout cas une pression quand tu vas au travail? Justement, parce on fait un peu le parallèle entre ta carrière pro et ton travail actuel. Voilà, tu vois, et comment tu gérais la pression? Et entre guillemets, est-ce qu'aujourd'hui dans ton travail, tu as de la pression et comment est-ce que tu vas la gérer? Alors c'est paradoxal, mais j'arrivais mieux à gérer quand il y avait beaucoup de pression que quand il y en avait moins. Limite, je préférais les matchs hyper chauds que des matchs où moi je savais pas jouer si on avait 30 points d'avance par exemple. J'avais l'impression d'être nul. Et, tu sais, j'étais pas le joueur qui allait mettre 30 points comme ça. Moi, je pouvais te mettre 10 points quand c'était chaud en fait. Tu vois, donc Mhm. pour moi la pression, c'est là que j'ai vu. C'est à ce moment-là que j'ai pu me dire que bah, j'étais professionnel parce que je voyais la différence entre peut-être moi et un autre, c'est que bah, j'essayais de rester le plus calme possible. Après, je voyais que j'avais la capacité de le faire. Et comment je le gérais, c'était bah, par habitude et par automatisme et en me mettant dans ces situations-là. Et pour moi, il n'y avait pas de limite tant que j'avais pas, entre guillemets, je trouve même pas le mot, j'ai le mot en anglais, mais tant que j'avais pas fauté, on va dire, ben, j'avais des capacités de continuer à monter. C'est là que j'en viens, que je regardais les autres joueurs comme Kobe ou LeBron et je voyais comment ils géraient la pression. Et pour moi, c'était juste une transposition de ce que tu faisais au quotidien. Pour moi, je la travaille tous les jours, c'est-à-dire que je me donnais des défis. Par exemple, je déteste parler en public et ben, je me forçais à prendre le micro. Donc, je me disais, ben, eux, ils savent pas que je suis en train de transpirer à grandes gouttes en dessous du t-shirt, mais je me disais, ben, ça, ils le voient pas. Donc, il y avait moyen de gérer des choses et d'intérioriser les choses, de les étouffer, entre guillemets. Et puis, ben,
Mais aujourd'hui, quand je vais au travail, c'est pas la même pression du tout. J'ai pas de pression, mais on va dire qu'il y a la pression de la vie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que bah, faut trouver du travail, faut trouver des clients, et tu sens bah, que c'est vital, quoi. C'est toi qui nourris un enfant, donc t'as une vie entre les mains, donc c'est plus cette pression-là, on va dire, mais elle est plus étalée, elle est moins intense, mais elle est là quand même. C'est clair. Alors, l'informatique, tu parlais tout à l'heure de l'informatique qui t'est apparu, c'est vraiment, ça t'est apparu ou c'est quelque chose qui t'a plu au fil du temps? Et comment est-ce que de l'informatique on arrive à la communication? Bah, en fait, je crois que c'était en 2006. J'ai pensé à la reconversion. Tu sais, quand évolues avec des adultes autour de toi, j'y ai pensé inconsciemment parce que je voulais devenir vraiment un adulte aguerri, c'est-à-dire que faire des choses différentes de ceux de mon âge et je voulais déjà être en avance et bah, je me disais, bah, il faudra un métier après. Donc, j'essaie de trouver. Et j'aimais bien les ordis. Et je me suis dit, bah, trouver un métier comme le basket, faire quelque chose que tu aimes, c'était intéressant pour moi. Donc, j'aimais bien les ordis. Donc, c'était, enfin, la console à la base, c'était ce qui m'intéressait. Je voulais être dans les jeux vidéo, mais je voyais pas trop quel métier faire. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas les fabriquer? Pourquoi pas, enfin, être autour de ça? Et c'était l'ordinateur qui m'intéressait. Et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai vu que c'était pas tant l'ordi. C'était pas le côté physique, c'était plus ce qu'on faisait dedans, Internet. Et donc, j'ai commencé à apprendre un petit peu. Puis, bah, développeur web, je me suis dit, c'est l'entrée un petit peu de ce que je veux faire. Moi, je voulais diriger une équipe. Et je me suis dit, bah, pour diriger une équipe, il fallait que je sache au moins faire ce que l'un d'eux sait faire. Et c'était bah, le développement. Et bah, la communication, c'est venu après, puisque j'ai vu que bah, il y avait la possibilité de faire des sites internet. Et je me suis intéressé, j'ai commencé à aimer maîtriser. Et pour moi, c'était naturel après la communication. Bah, tu donnes aussi ce que tu as. Donc, à un moment donné, ben, c'est venu naturellement. Et par contre, j'ai délaissé le côté développeur web un petit peu parce que c'était l'image du gars qui est enfermé dans Hmm. dans son bureau isolé, que personne comprend et qu'avec lui qui comprend ses lignes de code. C'était ça que je voulais pas. Et puis même si j'allais aller là-dedans, je voulais le faire à ma manière. C'est-à-dire que moi, j'adorais le vestiaire, j'adorais la musique, j'adorais ces moments-là. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et moi, avec mes deux collègues, c'est musique tout le temps. Bon, sauf qu'on se faut communiquer, bien sûr. Mais il y a toujours un fond de musique, il y a toujours, je suis toujours en train de rigoler. Bien sûr, je suis sérieux quand il le faut, mais pour moi, c'est ça, en fait. Je retrouve le vestiaire avec mes collègues, quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand justement tu as réussi cette reconversion? Parce que tu as dû ressentir pas mal de choses, peut-être de la fierté quand tu es arrivé dans le monde pro basket, Mhm. mais peut-être que justement tu as ressenti quelque chose de similaire ou peut-être de différent quand justement tu es passé du basketteur professionnel au professionnel de la communication. Bah, ce que j'ai aimé, c'était déjà de recommencer à zéro. De pas venir avec... j'avais zéro base, donc ce que j'ai vraiment aimé, c'était de pouvoir dire aujourd'hui que je suis... bah ouais, je peux être développeur web, mais je suis vraiment parti de zéro. Je connaissais vraiment rien. Et c'est de ce côté-là que j'ai une fierté. Et je vois beaucoup de similitudes avec le basket. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de pouvoir, à un moment donné, bah, découvrir surtout déjà et aussi pouvoir maîtriser. Moi, dès qu'il y a un truc que j'aime bien, bah, je vais passer des heures dedans, histoire de, même si je dois passer bah, 6 heures de plus que l'autre, parce qu'il a plus de facilité que moi, bah, c'est pas grave, je les passerai et jusqu'au jour où je pourrais dire, ah bah là, je maîtrise. Et aujourd'hui, je peux te dire que je maîtrise parce que j'ai commencé à faire des formations. Et c'est en faisant des formations que je me suis dit, bah, comme au basket, hein. Comme je t'ai dit avec les jeunes, bah, faire le système à gauche, à droite, pour moi, c'était normal. Bah, faire un site internet, pour moi, c'est normal. Et quand je leur dis comment ça se passe et qu'ils sont surpris, je me dis, mais non, c'est très simple. Je suis très loin de beaucoup d'autres personnes, mais je suis quand même, je maîtrise quand même ce que je fais et c'est pour ça que je suis content et c'est pour ça que bah, je suis très content de pouvoir partager ça. C'est top en tout cas. Tout à l'heure, tu parlais de ton quotidien quand je te l'ai demandé. Combien de temps, enfin, on va dire, quand tu étais joueur pro, euh, combien de temps tu consacrais, on va dire, à ta famille, au sport, bah, au basket, à ce que tu aimais faire en dehors? Parce que je pense qu'un joueur pro, même s'il joue au basket, il a quand même certainement des hobbies aussi.
Ouais. comme tout le monde, justement, puisque c'est des personnes normales. Et aujourd'hui, justement, comment est-ce que tu gères ton nouveau rythme entre ouais, le travail, la famille, le basket quand même qui reste ton activité? Et voilà, est-ce que quand tu... Tout à l'heure, tu parlais du basket qui était pas, t'étais pas forcément le mec le plus intéressant, on va dire, au basket, mais est-ce que du coup, quand tu as fait, t'étais pro, est-ce que c'était vraiment ton sport métier ou ton sport passion? C'est devenu une passion, c'est une passion, c'est sûr. Il y a la phrase, ils disent Basketball is life. Moi, j'ai constamment dit l'inverse. Non, c'est pas la vie. Par contre, c'est une grosse partie de ma vie. C'est vrai que ça régit ma façon de faire, ma façon de penser. Et comme tu dis, ben, je joue au basket, donc forcément, ben, déjà, je connaissais pas les jours fériés, on connaissait pas toutes ces choses-là. Ça m'a appris à pas être dans des horaires, à pas être, tu sais, à faire ma pause café ou avoir besoin Mm. d'avoir mes 7 heures de sommeil. Tu sais, il y a des fois, tu pars à 3 heures du matin, et des fois, tu pars à 6 heures, et des fois, il y a aucun sens, entre guillemets. Il n'y avait pas Ouais, de rythme c'est une vie régulier. débridée, ouais, c'est une vie Ouais, débridée. voilà, exactement. À Noël, tu joues, il y a des fois, tu vois ta famille, il y a des fois, tu la vois pas. Donc, j'ai appris à avoir un rythme inhabituel, et j'aime ça en plus. Et j'adore bah, l'inhabituel. Par exemple, tu sais, il y a un site à sortir, bah, mince, faut se réveiller à 2 heures du matin, faire ci, bah, ça, j'adore ça, parce que justement, je répondais présent. Et alors, au niveau du temps que je consacrais aux différentes choses, ma famille, c'était dès que je pouvais. Mais après, par contre, j'ai appris l'habitude d'être loin d'eux. Comme même aujourd'hui, je suis quand même encore loin d'eux, mais ça veut dire que dès que j'ai un moment avec eux, moi, j'y profite, je suis à 100% avec eux. Après, pour mes hobbies, bah, c'est dès que tu pouvais. C'était dans le bus, c'était c'était à l'hôtel. Donc là, aujourd'hui, bah, c'est mon fils, je sais pas, il est en train de prendre sa douche, son bain. Là, il joue à la console. Ah bah, moi que j'ai un truc à faire. Mais ils le savent tous, hein. Moi, pour moi, je me suis toujours considéré comme un, entre guillemets, un sprinter. C'est-à-dire que je peux travailler de manière intense pendant, je sais pas, moi, pendant 8 heures. Mais après, il me faut aussi que je peux me détendre pendant autant de temps aussi derrière. Je peux Ouais, il faut jouer la jusqu'à 2 bascule, heures ouais. du matin. Ouais, voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai pas d'horaire de travail en soi. Pour moi, j'adore les situations où on te demande juste de rendre un boulot, c'est à toi de t'organiser. Ça, moi, c'est parfait parce que je sais que souvent, je finis vite. Et après, bah, comme ça, au moins, j'ai le temps de faire ce que je veux, Après, tranquille, ouais. peaufiner, faire des petites choses ou jouer. Et j'adore faire ça, en fait. J'aime pas les trucs trop rythmés de manière, tu te lèves à 8 heures tous les jours, même si on avait besoin de ça, on avait besoin de routine, hein, mais j'adore casser la routine. Ouais, ça, je comprends totalement. Quand tu joues, là, quand tu débarques dans ton club de basket, est-ce qu'ils voient, eux, le Yannick Bokolo, joueur professionnel, ou ils arrivent à voir au-delà du joueur professionnel et ils voient la personne que tu es? Bah, les premières fois, je voyais qu'ils voyaient le joueur professionnel, parce que il y en a limite, qui me parlaient pas presque. Mais moi, comme je me vois pas comme ça, bah, moi, je leur parle normalement. Et comme, alors comme je te disais, j'ai pris d'exemples sur de certains joueurs. Bah, Joby Johnson, c'est le bon exemple. Lui, quand il venait à la salle, il venait pas jouer au basket, il venait prendre du plaisir. Et ça, lui, m'a fait basculer, clairement. Moi, du moment où je l'ai connu jusqu'à bah, mes années à Pau, euh, j'arrivais dans le vestiaire, et je suis pas là à penser au match de Limoges, je sais pas quoi. Ah, si, j'y pense, mais dès que j'arrive, faut mettre de la musique, faut crier, tu sais, faut vivre quoi en fait. Et Ouais, ben, je fais la même chose à Lons en fait. À Lons, moi, quand j'arrive, s'il y a pas de bruit sur le terrain, c'est pour moi il y a un problème. Tu viens pas pour faire la gueule sur le terrain, tu viens pour t'amuser. Et surtout que là, tu payes ta licence en plus. Donc, ouais, de tu fou. vois ce que je veux dire, Hmm. tu peux pas venir pour faire la gueule. Donc moi, je sais pas, tu mets un panier, faut célébrer. Je dis pas qu'il faut faire le con, mais c'est vraiment faire du bruit, quoi. Moi, il y a un pote qui met à 3 points, je suis en train de crier. Je sais pas, pour moi, faut de l'ambiance, et c'est la Ouais, faut que ça différence. vive. Ouais, voilà, Faut que faut que ça ça vive, vive. tout simplement. Ouais. Parce que si tu attends de faire un bon match, t'en fais quoi? Sur 10 matchs, t'en fais quoi? Deux bons? Où tu es satisfait, hein, bien sûr, je parle. Hein. Donc, tu vas en faire deux, et bah, les 8 autres fois, tu fais la gueule, quoi. Ah non. Et au contraire, quand tu fais des mauvais matchs, c'est le moment de prendre même la petite miette que tu as pour essayer de célébrer, quoi. Et le staff, les staffs que tu as pu côtoyer justement depuis que tu es plus professionnel, est-ce que eux, ils ont aussi réussi
à casser, on va dire, le côté Yannick Bocolo Pro, ou est-ce qu'ils ont, euh, ils viennent te demander des conseils, comment gérer le truc, ou justement, tu es vraiment que joueur maintenant, et joueur, on va dire, amateur, entre guillemets, et plus le mec qui a 250 systèmes dans la tête parce qu'il a eu pléthore de staff et que les coachs, ils aimaient bien mettre pas mal de choses quadrillées. Bah, en fait, ils font leur job et c'est là que je réalise justement que moi, je pourrais. Enfin, on m'a dit que je pourrais. J'ai été coach une fois, je suis à 100%, j'ai gagné. Mais par contre, ouais, c'est pas mon métier. Donc, ils ont toujours fait ben, comme les coachs en pro, ils me demandaient aussi conseil parce qu'on est sur le terrain. Mais ils font leur job en tout cas et moi, j'ai toujours respecté. Pour moi, ouais, même en amateur, j'ai de très bons coachs justement et qui me montrent des systèmes et qui sont adaptés, mais en plus au niveau, tu vois ce que je veux dire, c'est pas tout de venir et de faire le beau système. Enfin, en tout cas, Vincent, ce qu'il me montrait, il pouvait te faire un système léché, mais il disait, mais c'est vous qui faites qui rendez ça en vie, en fait. C'est vous qui faites la magie sur le terrain. Donc, à un moment donné, tu peux sortir le système le plus compliqué du monde. Si tu as des bons défenseurs en fait, des gars intelligents, ça ne sert à rien, quoi, en fait. Donc, pour moi, non, ils sont normaux avec moi et je vois pas la différence avec le niveau pro, sauf que là, bah, je vois l'évolution. Au début, je parlais pas trop. Après, bah, tu commences à prendre de l'expérience, donc tu peux t'exprimer. Mais même arrivé, bah, on va dire au milieu de ma carrière pro, bah, de pouvoir prendre la plaquette à un moment donné et de montrer les choses carrément à mes coéquipiers pendant le temps mort, tu vois. Donc et ça, je me suis jamais permis de le faire là en amateur, mais je peux montrer au moment. J'attends toujours que le coach finisse et puis tu montres deux, trois trucs et voilà, parce que tu vois des trucs peut-être qu'il a oublié ou que toi tu vois que. Parce que moi, ma spécialité c'est la défense, donc s'il parle pas d'un truc à un moment donné en défense, bah, je vais rajouter ma petite touche, quoi. Ouais, je comprends totalement. Quelle relation t'as eu avec Vincent Collet, justement? Parce que il est quand même considéré comme l'un des plus grands, en tout cas à minima en France, et ce qui est normal vu la carrière qu'il a Ouais. proposée. Mais voilà, quelle relation tu as eu avec lui? Et est-ce que tu as côtoyé peut-être son remplaçant, Frédéric Fautou? Et quel regard tu portes justement sur ce changement? Il va y avoir vraiment un changement Mhm. d'identité ou est-ce qu'on va rester quand même en tout cas les premiers temps, dans le moule de Vincent Collet? Bah alors, plusieurs choses déjà. Moi, pour moi, oui, Vincent, c'est clairement le meilleur coach de tous les temps, même pas photo. Ben, je suis content de l'avoir connu avant, qu'il devienne plus grand. Parce que ça permettait ben, d'apprendre tout simplement et de pas voir justement le côté star. Et moi, je l'ai connu moins star. Et mais par contre, j'ai connu la rigueur du basket grâce à lui. Pour moi, c'était, ouais, il transpire le basket non-stop. Donc, moi, j'ai appris le basket grâce à lui techniquement. Alors là, il y a rien à dire. Mais pour l'équipe de France, oui, il va y avoir une transition. Bah, Fred, moi, je l'ai connu en tant que joueur, bah, justement dans les premières sélections. J'ai connu en tant qu'adversaire aussi. En tant que coach, je l'ai joué, enfin, j'ai joué contre lui, mais je l'ai jamais connu moi personnellement en tant que coach. Mais le connaissant en tant que joueur, j'ai aucune inquiétude sur ce qu'il va faire ou ce qu'il va proposer. Il a du caractère. Donc, et ça, il en faut en équipe de France pour gérer justement les égos. Et bon, bah, je pense que intelligemment, il apprend il va découvrir la maison France, même s'il la connaît déjà, mais en tant que coach. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il la connaît en tant que joueur. Donc, je pense qu'il y aura une petite transition qui va être faite. On va voir des choses qui ressembleront peut-être à la patte de Vincent Collet. Mais je pense que ouais, Fred, il a son style et il va le proposer, il va l'imposer. Là, il n'y a pas d'inquiétude dessus. Après, ça garantit pas des résultats, mais je pense que les épaules, il les a, hein, ça, clairement. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de ta carrière à haut niveau? Et, et quel est l'endroit dans lequel tu as joué où t'as été, tu t'es dit, waouh, ok, là c'est un endroit incroyable. Là, on a vu la vidéo il n'y a pas longtemps, là, enfin, qui est récente, de Mathias Le Sort, Ouais. qui a joué dans un milieu hostile complet. Et avec beaucoup de charisme, il a réussi à détourner le truc. Est-ce que tu as joué dans des salles mythiques comme ça ou peut-être que c'est un endroit ailleurs? Tu vois, Marie-Ève, elle me disait que ce qui l'avait marqué dans le 3-3, c'est qu'elle a pu jouer dans un centre commercial. Ouais. Tu vois, donc peut-être que tu as joué dans des endroits un peu insolites ou justement dans des salles un peu pleines à craquer. Voilà. Et qu'est-ce que tu Bah, retiens du haut niveau? alors moi, ce que je retiens du haut niveau, c'est que constamment dans la vie, je fais toujours un parallèle avec le basket et ça m'a appris tellement de choses dans la vie.
Et je le vois, en fait, dès que on me pose une question, ouais, comment tu ferais ça? Ben, en fait, je vois toujours le parallèle avec un match, avec un entraînement, enfin, peu importe ce que j'ai connu dans le basket. Donc, ouais, le basket, ce que je retiens du haut niveau, c'est que ben, ça m'a appris la vie et que c'est comme si c'était la vie en accéléré un petit peu. Et, et, et que ça m'apporte encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir pu avoir, ben, d'avoir pu vivre cette vie-là, en fait. Et par rapport aux lieux mythiques, alors, les lieux insolites, ce serait, alors, c'était Aris Salonique, je crois. Je crois que c'est une sorte de rotonde avec des paniers, tu sais, les tribunes qui sont juste au niveau du panier derrière. Ah Et ouais. je me rappelle que bah, début du match, il jette des paillettes et il y a un gars qui est sur la barre du panier, quoi. En fait, tu sais, c'est des paniers, c'est pas des paniers suspendus, c'est des paniers à l'ancienne, c'est dans le sol avec la Mm. barre. Et il était dessus, quoi. Il était en train de secouer. Donc on attendait que le gars parte pour commencer le match parce que le gars était en train, il a harangué toute la foule. Et je me disais, mais pff, c'est quoi cette salle? Peut-être tu montes sur le terrain, c'est pas au même niveau, c'est vraiment tu prends des escaliers pour aller sur le terrain. Et j'avoue que l'ambiance, elle était folle. Mais il y avait aussi, je crois que c'était, alors, je sais plus c'était quelle équipe, mince, j'ai oublié le nom. Attends, ils jouaient en jaune et bleu, équipe israélienne, j'ai oublié le nom. Euh, Maccabi? Maccabi. Ça m'a choqué parce que j'étais à même pas 1 mètre. On a failli gagner là-bas, on a perdu, je crois, de 2 points, mais justement, c'est la première fois que je peux dire que le public a vraiment joué sur le match. On n'entendait même pas le ballon rebondir. Donc, ça veut dire qu'il y a des fois, je savais pas si je driblais, parce que, tu sais, mine de rien, quand tu dribbles et que tu entends le ballon Ouais. rebondir, ça aide, en fait. J'entendais pas le ballon rebondir, et on s'est pas compris avec un coéquipier, parce que il m'a dit un truc, mais je ne l'entendais, mais alors, pas du tout. Je voyais ses lèvres bouger, mais va comprendre ce qu'il a Ouais. dit. C'est compliqué, ouais. Et on n'entendait rien. Donc, déjà, tu n'entends pas le coup de sifflet, tu n'entends pas le ballon, tu n'entends pas ton coéquipier. Donc, tu sais même pas si ça joue vraiment. Et là, pour moi, c'est le public qui nous a fait perdre, quoi. Mais après, là, un endroit mythique, c'est le Madison. Ouais, clairement, ouais. Madison Square Garden. Je le voyais plus grand, mais, j'ai senti la grandeur des lieux. Tu marches, tu vois les photos, bah, j'avais oublié que je devais aller jouer à un match de basket, hein. Je marche dedans, je commence à voir les concerts, les matchs de boxe. Waouh, j'étais là en train de marcher, je me disais, pourquoi j'ai pas mon téléphone? Moi, je suis en maillot, je voulais prendre plein de photos, mais là, j'étais en maillot pour aller jouer, donc, J'avais plus de mais téléphone, quoi. ouais, ouais. Mais le truc, c'est que tu arrives là-dedans, tu vois, mince, comment s'appelle le réalisateur qui est en match d'Enix? Non, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Il est toujours au premier rang pour les matchs d'Enix. Je vois de qui tu parles, mais j'ai pas son nom non plus, ouais. Et bah, je me rappelle, je mets à 3 points, le gars, il lit mon nom dans le dos, il fait Ah, ok, your name is Bokolo. Je fais Oh, punaise, il m'a parlé à moi. Et là, tu te dis Ah ouais, je suis vraiment dans la réalité, tu sais, c'est fait comme le match d'Enix, quoi. Mais sauf que on joue contre les États-Unis. Et je me dis Bah, je joue au Madison Square Garden quand même, quoi. Donc, pour moi, c'est le lieu plus mythique où j'ai joué. Après, j'ai Et, connu des grandes salles, mais c'est vrai que c'est ceux qui sont restés dans ma tête, ouais. bah, ouais, mais en même temps, tu m'étonnes, t'as quand même trois exemples de salles quand même qui sont assez, assez sympas quand même. Euh, et comment on se fait une place dans ce milieu? Tu vois, il y a eu une interview d'Olivier Dacour il y a pas longtemps là, qui évoquait que Robert Pires, il avait réussi à faire une carrière exceptionnelle, mais que c'était pas normal qu'il ait pu le faire en étant gentil. Il explique que Zidane, que Henry, c'est des tueurs. Mhm. Est-ce que toi, t'as réussi à te faire une place dans le milieu par ta gentillesse et tes qualités humaines, les baskets? Ou est-ce qu'il a fallu à un moment donné quand même passer par le stade euh, ouais, d'être un tueur à gages, quoi? Alors, c'est la première fois qu'on me pose ces questions, et tant mieux, parce que maintenant je peux le dire, parce que je suis plus dedans. En fait, de l'extérieur, j'étais gentil, j'étais avenant, bah, j'ai l'éducation de mes parents. Donc, c'est ce que les gens ils retenaient, il est souriant, il est gentil. Mais en fait, ils savaient pas que dans ma tête, j'étais le plus grand des salauds. Moi, mon but, c'était jouer à un gars qui était un extérieur qui avait ma taille. Mon but, c'était de le tuer, en fait. Et mais clairement, en fait, hein, et ça en devenait presque physique. Donc, c'est-à-dire que moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Gravelines, eux, ils étaient déjà là. Donc, moi, je revenais de l'équipe de France. Et ma première action, je drive ligne de fond, je mets un tomard arrière, mais pas pour le style, hein, parce que
je voulais tellement Ouais, pour arracher le cercle que, montrer que t'es là, quoi. voilà. Mhm. Et en fait, ouais, c'est Tony Stanley qui me dit, ah ouais, toi, t'es pas venu pour blaguer. Ben non. Et en fait, je lui réponds en souriant, par contre. Mais dans ma tête, ah non, et à Gravelines, mais on avait des entraînements, je crois que c'était le jeudi, où on préparait, il y avait l'autre qui faisait l'équipe adverse et une équipe qui jouait, enfin, on faisait nous-mêmes, quoi, en fait. Et je me rappelle, c'était au bord du. Mais tant qu'il n'y avait pas de sang, on s'arrêtait pas, en fait, on n'avançait pas les fautes. Et mais on se rentrait dedans, mais pour moi, il n'y avait pas de limite, en fait. Mais j'étais content parce que comme on était tous avec cette mentalité-là, ben moi, je passais inaperçu. Donc, le truc, c'est que, ouais, non, à un moment donné, il faut avoir envie de tuer l'autre. Et moi, je sais que quand je montais sur un terrain, pour moi, celui qui était en face, c'était pas meilleur que moi. Donc, mon but, c'était d'écraser. Ouais. J'entends, et en tout cas, je te remercie de ta sincérité, parce que souvent, il y en a qui, tu vois, qui le cachent un petit peu, qui disent, ouais, ouais, moi, je suis quelqu'un de cool, alors qu'à côté, c'est des vrais tueurs à gages, tu vois. Mais, mais voilà, mais c'est vrai que, vu qu'il y a très peu de place, forcément, à un moment donné, il faut être capable, pas forcément de faire une crasse à quelqu'un, mais en tout cas, Ouais. de montrer que tu es là et que tu veux être là, quoi. Ouais, voilà, c'était pas de faire du dégueulasse. C'est-à-dire, par exemple, pour donner un exemple, c'était que je pouvais mettre des coups à un gars pour qu'il craque et tout, mais ça restait toujours dans le jeu parce que où je le voyais, c'est quand le gars shootait, ben, j'enlevais mon pied en dessous de ses pieds, en fait. Tu vois, le Ouais, truc con, pas je qu'il pourrais le blessure. laisser et Hmm. qu'il se tord la cheville. Et moi, c'était pas mon but, ça. C'était toujours de le pousser, de mettre des coups, mais tu sais que ça reste qu'il puisse encaisser, tu vois. C'est pas, il me voit pas et je lui mets un gros coup dans le dos, ça, c'est pas intéressant, tu vois. C'est qu'il me voit, je le vois, il me met des coups, on se met des coups. Il n'y a pas de souci. Mais pas les trucs dégueulasses, là, mettre le pied en dessous du pied, j'ai horreur de ça. Ouais, donc tu n'aurais pas pu t'entendre avec Draymond Green, quoi. Non, ça c'est des gars, bah, tu vois, ça c'était des gars, justement, bah, j'avais des gars en face de moi comme ça, pour citer que lui, il y avait Steve Chikambo qui faisait un petit truc dégueulasse parfois. C'était mon gars, hein, mais quand je jouais contre lui, je savais très bien ce qu'il était capable de faire. Donc j'essayais tout le temps de lui répondre du côté basket, mais c'est vrai que ouais, les gars qui faisaient des crasses comme ça, ouais. Pour moi, ça me permettait de rentrer dans le match, en fait. Donc de répondre au niveau du basket, quoi. Ouais, ça te motivait, quoi. Ça te donnait Ouais, voilà, une exactement. motivation Ouais. supplémentaire. Et je te cache pas que même aujourd'hui, je continue à regarder des vidéos. Moi, je regarde pas des matchs, je regarde que les vidéos où le gars il te provoque et tu réponds présent. C'est pour ça que bah, moi, LeBron, moi, je regarde pas son jeu, je regarde quand tout le monde essaie de lui mettre des coups, de le provoquer. Ouais. Ce que j'adore, c'est que le gars, tu lui mets un gros coup et il va pas se battre. Il va essayer de te répondre dans le basket, tu vois. Et bah, on pourrait se dire, il est faible. Non, au contraire, le gars, il sait que il sait très bien que tu peux pas le battre sur le basket. Donc, à un moment donné, il va pas te répondre en te mettant un coup et il va se faire expulser du terrain. Donc, faut avoir beaucoup de sang-froid et de préparation pour arriver à ce niveau-là. Ouais. Et t'es d'accord avec le coach des Celtics là, qui explique qu'il y a enfin, qu'il n'y a pas assez de bagarres, enfin, entre guillemets, il n'y a pas assez ouais, de fight dans les matchs ou tu penses que le mec, quand il a fait sa déclat, il est un peu sorti quand même du contexte basket? Je suis un peu d'accord avec lui dans le sens où, bah, en fait, quand tu es prêt à te battre sur un terrain, c'est-à-dire même, comme je t'ai dit, même ça peut arriver physiquement, mais c'est que ça va arriver un jour, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire que tu joues tellement avec le feu qu'à un moment, le feu va être là. Donc oui, il a raison dans le sens où bah, il y en a qui font semblant, tu vois. Donc quand tu fais pas semblant, bah, quand à un moment donné, tu vrilles et tu es un être humain. Donc il y a un moment, tu peux craquer sous la pression et que ça peut basculer, en fait. Donc tu es toujours au bord. Donc, à un moment donné, à répétition des matchs, ben, ça va arriver. Donc, si tu cumules tous les compétiteurs ensemble, ben, logiquement, enfin, pour moi, ça c'est mon point de vue, mais c'est bizarre ce que je veux dire, parce que normalement, pour moi, il faudrait pas que ça arrive, mais il devrait y avoir une bagarre presque tous les week-ends. Avec tous les joueurs qu'il y a, Ah et les ouais, ouais, c'est vrai. compétiteurs qu'il y a, ben, à un moment donné, mais avec tous les championnats, tu devrais trouver une bagarre chaque week-end, peu importe le championnat, tu vois. Donc, mais le truc, c'est que, ouais, il y en a, ils sont dans le match vu, ils font semblant. Donc, tu sais que c'est des. Ouais, ils montrent des choses, mais je sais pas s'ils vont jusqu'au bout, quoi, en fait, tu vois. Et toi qui as pu côtoyer justement Westbrook, est-ce que tu penses que Westbrook justement il est dans le match vu ou il voulait vraiment sauter sur le Ah, Gobert? non, non, lui, il est pas dans le match, lui. Non, non, il est pas dans le match. Non, c'est l'un des gars où à l'impact même, j'ai senti que, ouf, ah ouais, non, lui, il est solide, hein. Non, il était pas dans le match, lui, non, pas du tout, même. Non, après, c'est aussi ta personnalité aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est que, Et puis il est sur ressort de toute façon lui, hein.
Ah, voilà, c'est le... Moi, je sais que j'ai beaucoup d'énergie, mais j'ai pas cette mentalité-là non plus, en fait, tu vois. Donc, et puis, il y en a qui sont plus calmes, mais qui ont une mentalité de bagarreur. Tu sais, j'avais des coéquipiers, moi, dès que je voyais que ça partait en bagarre, j'allais pas me battre, hein. J'allais les chercher eux direct parce que eux, ils allaient aller plus loin que les autres, tu vois. Oui, ils Donc, allaient y aller. c'est... Ouais, ouais. Ouais. Donc, ça dépend de ta mentalité, et après, ça dépend de l'énergie que tu mets, ouais. Est-ce que tu as, une anecdote qui te vient là sur le haut niveau et une anecdote sur ton travail actuel? Sur le haut niveau, l'anecdote que j'ai, c'est un match qu'on joue en Grèce contre, je crois, Makedonikos avec le MSB. Et je crois que c'est celui qui gagne ça, il peut aller dans enfin, pour les phases finales. Et je crois qu'on fait une prolongation et on perd le match après prolongation. Et on avait un kiné grec justement qui comprenait ce qu'il disait. Et nous, on ne comprenait pas, on avait perdu, mais on avait des coéquipiers jeunes en face qu'on avait rencontrés dans les compétitions internationales. On voulait aller voir. On dit non, faut pas aller voir, faut rentrer vite dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il s'excite? Il est en panique complète. Et on voit les CRS qui arrivent, protection comme ça. Et en fait, t'entends des pluies de pièces. Ils jetaient des pièces sur le terrain. Et en fait, ils criaient qu'on avait trop résisté. Tu te rends compte, ils ont gagné, hein. Ah, Mais ils ils ont étaient gagné. Ouais. énervés qu'on avait trop résisté. Oh. Donc, ils ont commencé à nous jeter des pièces. Nous, on se disait, on l'a perdu, de toute façon, il ne risque rien. Et pas de douche. On rentre dans le bus, il commençait à secouer le bus. J'ai cru qu'on allait mourir. J'ai cru que c'était terminé. Il y avait qu'un chemin pour sortir et j'ai cru qu'on allait mourir ce jour-là. Mais c'était. Là, je le raconte en rigolant, mais sur le coup, on rigolait pas du tout, hein. Bah, ouais, tu m'étonnes, ouais, Ah, les mecs ils te jettent dessus, ils viennent te secouer, tu penses que les mecs ils vont pas te laisser sortir, quoi. ouais, et c'est là que j'ai compris à quoi servaient les protections de hockey, tu sais, comme Ouais, dans, sur le banc de touche, quoi, en fait. Parce que, au cas où il y a des pièces qui volent, quoi. putain, c'est dingue quand même ça. Mm. Et ouais, une anecdote sur mon boulot d'aujourd'hui, c'est que, enfin, c'est pas une anecdote, mais pour moi, c'est là où j'ai vu que le sportif peut faire une différence. C'est que, bah, comme je te parlais des pauses café, enfin, pas les collègues que j'ai là, parce qu'ils sont complètement différents, mais avant de travailler avec eux, j'ai travaillé dans d'autres sociétés. Et, bah, en fait, tu sais, au basket, pour toi, tu as fait un bon entraînement parce que tu transpires, physiquement, tu es Ouais, fatigué. Donc, quand je travaillais, moi, au boulot, bah, je sais pas, tu arrives à 9 heures, tu finis à 17 heures, mais moi, tu travaillais pas. Mais je les voyais tout le temps en train de dire, je sais pas, à 11 heures, bon, faut faire une pause. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? On va commencer. 14 heures, ah, je peux pas, là, j'ai mangé, je suis fatigué, faut faire une petite sieste. Je me disais, mais attends, mais ils sont sérieux, là? Et pour moi, c'est là que je me suis dit, non, en fait, c'est des compétences que tu as, que tu remarques pas, parce que pour toi, c'est tellement normal. ouais, Mais ouais. pour moi, je travaillais pas. Pour moi, le travail s'arrêtait parce que je finissais à 2 heures du matin et que je commençais à somnoler un peu. Pour moi, là, j'ai travaillé. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pareil. J'ai pas l'impression de travailler. Parce qu'en plus, je prends du plaisir dedans. Donc, je te dis, non, je travaille. Pour moi, C'est je encore travaille quand différent. on... Ouais. Ouais, donc c'est pour moi, c'est pas une anecdote, mais c'est vraiment le truc que j'arrive toujours pas assimiler, c'est le côté bah, dire qu'on travaille. Donc j'ai toujours du mal à dire que je travaille, surtout quand tu fais je sais pas, de la paperasse, ou tu as fait un rendez-vous, tu sais, le rendez-vous que tu fais où tu fais que de parler, Ouais, tu tu parles prends des beaucoup. Ouais. notes. Mhm. Pour moi, là, tu travailles pas, même si c'est nécessaire. Non, je suis désolé, moi, travailler, c'est sortir le site, tu vois, c'est... Mais tout le reste, là, Ah, c'est qu'il y a un rendu, ouais. Il faut qu'il y ait un rendu, ouais. ouais, voilà. Pour moi, il Mhm. faut tu as fait quelque chose, il y a quelque chose en face. Et, mais je sais qu'il y a des choses qui sont nécessaires, mais ça me fait penser aux entraînements de basket. Tu sais, quand tu vas t'entraîner, la séance de muscu, la séance de shoot, que personne ne voit, mais que tu fais quand même. Donc, les séances que je passe devant YouTube à regarder des vidéos à tout va pour progresser, pour moi, c'est du travail, mais ouais, pour progresser. Mais bah ouais, le reste, là, pour moi, non, je suis désolé, c'est pas du boulot. Ouais. Ça fait partie, mais c'est pas la partie la plus difficile. Ouais. Je comprends, j'entends. Si tu avais un conseil à des joueurs professionnels aujourd'hui, ou en tout cas à des jeunes joueurs, ou peu importe, euh, sur la reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu leur apporterais? Et, si tu devais, donc, parce que du coup, bah, communication, si tu devais faire une petite pub de quelques secondes là, pour ton entreprise, comment tu t'y prendrais? Alors déjà, ce que je conseillerais à un sportif de haut niveau, enfin, même plus précisément un basketteur, c'est de s'y intéresser, de s'intéresser à plein de choses. Pardon. D'abord d'avoir un protocole, c'est-à-dire
de voir ce qui nous intéresse vraiment, toucher un peu et surtout d'essayer. Parce que il y a une différence entre penser que et le faire. Parce que je sais pas moi, tu peux croire que bah, déjà rien que jouer au basket, c'est ce que tu aimes, mais finalement le fait de le répéter, pour moi, tu vois que tu aimes les choses quand quand ça commence à être dur dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. pour moi, j'ai vu que j'aimais l'informatique, et enfin particulièrement créer des sites internet, quand je voyais que je souffrais, que je comprenais rien du tout, mais que je persistais dedans en fait. C'est là que je me suis dit ah, il y a quelque chose. Parce que quand tout va bien, bah, tout va bien pour tout le monde. Tu gagnes de l'argent, ça se passe Mhm. bien, bah, c'est tant mieux. Mais c'est quand tu gagnes pas d'argent, mais que tu te dis même que c'est pas possible et que tu forces dedans. Ouais, c'est que t'as un minimum d'amour pour ça. Donc, ce que je conseillerais pour la reconversion, c'est de voir ce que t'aimes, en fait. Et tout ne sera pas rose, bah, comme dans tout. Mais si tu as au moins 60% de positif dans ce que tu entreprends, bah, pour moi, c'est une bonne voie. Après, bah, faut essayer, faut pratiquer, ça, c'est le plus important. Et si je voulais me vendre aujourd'hui, c'est que ben, moi, je suis un spécialiste de la création de sites internet et ce que j'adore, c'est justement écouter l'autre et créer un site à son image avec ce qu'il aura pu me dire. Et surtout, c'est de pouvoir, justement, moi, du côté professionnel, mettre sur papier ce que lui a dans la tête. Et ma plus grande satisfaction quand j'ai un client devant moi, c'est de dire, j'arrivais pas à te le dire, mais t'as compris. Waouh. Voilà. Et à force, en fait, au fur et à mesure, ben, j'adore quand les clients me disent ah, mais moi, je sais pas trop, il me faut un site, certes, mais au niveau du design, je sais pas trop. Ben, ce que je fais souvent, c'est je sors un design et je dis t'inquiète pas, tu vas pas aimer. Par contre, Ouais, ouais. en partant de là, on va trouver ce que tu aimes, justement. Parce que souvent, les gens, ils savent pas ce qu'ils aiment, mais par élimination, on arrive à trouver un peu leur Vous avez voie. retrouvé, ouais. Et comme le basket, comme la vie, ben, le site internet, c'est une évolution. Faut pas avoir peur de commencer, faut pas avoir peur de sortir, même de commencer petit, parce que c'est vrai qu'un site internet, ça coûte cher. Donc moi, ce que je propose souvent, c'est de faire un petit site internet et de le faire évoluer. Et aujourd'hui, j'ai des clients, bah, il y a 2 ans, bah, ils ont sorti un site one page, c'est-à-dire un site que sur une page, et qu'aujourd'hui, bah, il y a plus de 150 pages dans le site, donc, et que leur site fonctionne. Donc c'est une fierté. Bon, moi, je suis pas gagnant là-dedans parce que c'était un one shot. Par contre, lui, il a eu Et Et le web. j'aurais pu partager un petit pourcentage, mais non, en tout cas, je vois la fierté d'avoir pu mettre ma pierre à l'édifice au départ. Donc, ouais, moi, ben, dans la communication, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de communiquer avec le client et de pouvoir partager des émotions dans le côté professionnel. Ben, super. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, vous pouvez contacter Yannick, donc soit sur Instagram, mais plus facilement sur son site internet. Est-ce que Ouais. tu peux le redonner, s'il te plaît? Alors, c'est 1000 solutions avec un S, c'est MYL solutions, sans espace, sans tiret, .com. Et après, vous pouvez me contacter par mail aussi avec yannick@1000solutions.com. Et bah, ce sera avec plaisir que je vais répondre à vos attentes. Alors, c'est tout type de site internet, que ça va de site vitrine, e-commerce, peu importe, blog, on fait de tout. Donc, et on s'adapte à justement aux différentes technologies. Et puis, on fait aussi, j'ai oublié, une petite précision, on fait aussi des applications mobiles. Donc, n'hésitez pas. Bah, c'est top. En tout cas, je vous invite à y aller et puis du coup, voilà, de permettre, enfin, vous permettre de rencontrer Yannick Boccolo quand même, mine de rien, et de pouvoir profiter de ses anecdotes, son expérience et surtout de son travail actuel. Je vous remercie, en tout cas, je te remercie toi, principalement, déjà d'avoir accepté de bien vouloir faire cette vidéo avec moi. Et puis, du coup, j'invite toutes les personnes à contacter Yannick et de continuer de nous suivre sur YouTube. N'hésitez pas, on va en faire encore quelques, enfin, on va en faire plein, plein, plein des vidéos sur différentes thématiques et avec différentes personnalités. Voilà. Hier soir, avec Marie-Ève Pagé également, on a pu discuter de son expérience des Jeux Olympiques de Paris et de parler un peu d'elle et de son parcours. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Instagram, il y a des vidéos aussi qui sont disponibles. Merci à toi, Yannick. Merci à toi aussi. Merci à tous de nous suivre et à très vite. Très vite. Ciao, ciao.